Café des A4. Je crois que l'objectif, c'est de mieux connaître, nous connaître et puis bon, partager des expériences, de sorte à ce qu'on puisse, toutes les A4 puissent avancer selon leurs objectifs, ou bien encore du réseau. Donc, sur ce, je voulais dire que je suis Yves Nguitia, le secrétaire général de l'A4 Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que notre président va nous prendre en compte un peu tout à l'heure et je crois que je vais lui laisser la parole quand il sera connecté pour continuer. Mais ce que je voulais dire sur l'A4 Côte d'Ivoire, c'est que l'A4 Côte d'Ivoire est créée depuis 1993, précisément le 10 mars 1993. Et généralement, ce sont les mêmes thématiques. C'est la lutte contre la torture, le mauvais traitement, la peine de mort, l'exécution, hein, les disparitions forcées, l'exécution extrajudiciaire. Voilà, ça concerne tout ce qui est A4. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, il faut dire que ça a été timide depuis la création. Ça a fonctionné un peu avec les réunions au sein des églises, qui étaient communautés donc, religieuses. Donc l'A4 se réunissait et faisait ces réunions-là au sein des communautés religieuses parce qu'elle n'avait pas de siège au départ, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les membres se cotisaient pour ne serait-ce qu'avoir un siège au sein de la Caritas nationale ici à Abidjan. Donc le siège de la Côte d'Ivoire se trouve au sein de la Caritas nationale. Donc pour ceux et celles qui ont eu l'occasion d'être là à Abidjan, ont dû visiter le siège de l'A4 qui était non loin de la CEDEAO qui a abrité le séminaire de capitalisation et le Conseil international. Voilà. Donc aujourd'hui, l'A4 Côte d'Ivoire est au siège de la Caritas depuis donc 2014. Voilà, donc. Yves, je me permets de te couper. Il y a le président Wenceslas qui vient d'arriver. Ah d'accord, ok. Donc voilà, il va lui laisser la possibilité de continuer. Voilà, c'est vraiment autorisé. Voilà, ok. Je voudrais juste, avant de laisser la parole à Wenceslas, toutes et tous vous informer que ce café est enregistré. Donc il y aura à la fois une vidéo et disons un entretien plus format audio qui seront communiqués à la fois sur la page YouTube de la FIACAT mais aussi le SoundCloud, ce qui permettra à toutes les A4 qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui de réassister à ce café. Donc voilà, si certaines personnes préfèrent ne pas être sur cet enregistrement, merci de me le signaler dans le chat. Je laisse la parole à Wenceslas. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je tiens à m'excuser pour ce petit contretemps-là, c'était un souci de connexion. Je tiens à dire merci au secrétaire général Yves Nguetia qui a bien commencé la présentation de l'A4 Côte d'Ivoire. Il a donné nos thématiques. Nous sommes une A4 qui fait partie de la fêtière de la FIACAT, la fêtière des A4 de la FIACAT. Nous sommes créés depuis 1993, l'A4 Côte d'Ivoire. Et comme il a dit, au début, c'était de manière informelle. On se réunissait 2, 3, 4 personnes à la cathédrale nationale où travaillait l'ancien président Bilé. Il faut dire qu'à partir de ce moment-là, nous cotisions comme nous pouvons de temps en temps, c'est 2 €, 3 € pour aller rendre visite à des pensionnaires d'une prison. On partait très souvent à Bassam, qui n'est pas loin d'Abidjan. Nous partons souvent à Beauville et de temps en temps, nous partons à Dabou, les prisons les plus proches. Et il faut dire qu'on prenait la voiture de Paul Angaman pour cela, jusqu'à ce qu'avec l'aide de la FIACAT, nous puissions éventuellement postuler pour un projet. Mais bien avant, M. Angaman avait été invité pour une consultance et les PDM qu'il a eu à la consultance, il a pris cela pour prendre un siège. C'est ainsi que nous avons pris pour la première fois le siège à la Caritas nationale. Il y avait certaines personnes qui travaillaient, entre autres, il y avait moi, il y avait Koudou, il y avait d'autres membres A4 Côte d'Ivoire. Nous cotisions chaque fin du mois, c'était environ, on peut dire, 15 € par personne pour pouvoir payer ce siège-là. C'est comme ça que nous avons payé le siège pendant 6, 7, 8 mois jusqu'à ce que nous ayons le premier projet avec le barreau de Paris, la fondation Oshiwa, et puis nous avons continué à ce que l'A4 Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, la petite histoire, nous sommes partis de la cathédrale jusqu'à arriver à notre siège, et puis depuis lors, nous avons essayé de grandir petit à petit. Peut-être au fur et à mesure, avec les questions, nous pourrons un peu rentrer de plus en plus dans les détails. Merci, Wens.
Donc voilà, si jamais Wens, tu veux rajouter des choses, peut-être Yves également qui est secrétaire général, qui connaît extrêmement bien l'ACAT Côte d'Ivoire, également Paul, on peut imaginer Paul qui nous a rejoint, Paul Angamand, le président de la FIACAT, qui a été par le passé lui-même président de l'ACAT Côte d'Ivoire, peut-être qu'il aura des choses à apporter. Je voulais intervenir si possible. Ben, je t'en prie. D'accord, donc merci au président Wenceslas Assou. Il faut dire que c'est vrai, l'ACAT, avec le premier projet, ne s'est pas arrêté là, puisque le projet a connu une envergure avec, bien sûr, l'aide de la FIACAT, qui, à travers le cofinancement, a permis d'avoir un projet avec l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ça fait qu'aujourd'hui, la lutte contre la détention préventive abusive en Côte d'Ivoire est aujourd'hui, je vais dire, l'affaire de l'ACAT, avec bien sûr corollaire lutte contre la surpopulation carcérale et puis amélioration des conditions de détention. Donc aujourd'hui, on a eu d'abord un premier projet qui nous a permis de faire le monitoring dans 10 maisons d'arrêt de correction. On a eu aussi, avec le projet OZIWA et l'Union européenne cofinancement, donc ces projets ont été renouvelés. Aujourd'hui, nous sommes dans 7 maisons d'arrêt de correction. Donc, on travaille avec les bénévoles qui font le monitoring des lieux de détention. À leur suite, les avocats vont rencontrer les juges, ne serait-ce que pour intervenir sur les cas de dépassement des délais relevés par les avocats, par les bénévoles. Donc, nous essayons de négocier un peu pour que les magistrats puissent traiter dans les délais les cas de détention de longue durée au niveau des maisons d'arrêt et de correction. Au-delà de cela, il y a la lutte contre la peine de mort qui, il faut dire qu'on a eu à amener plusieurs projets aussi à ce niveau-là, avec l'aide de la FIACAT. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai, avec le projet, le programme Abolition, Africa Abolition, la CAT bénéficie de subventions souvent pour mener des activités quand, à l'occasion des journées mondiales. Donc, il y a un plaidoyer qui est fait de façon, je vais dire, périodique, de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse ratifier l'OP2, le deuxième protocole qui va permettre à ce qu'il y ait une irréversibilité au niveau de l'abolition de la peine. Donc, il y a aussi d'autres projets qui sont des projets bibliothèques qui tendent à installer des bibliothèques dans les prisons. Mais aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, l'ACAT s'élargit avec la création des cellules, donc des représentations à l'intérieur du pays. Donc, au-delà d'Abidjan, il faut dire que l'ACAT est présente un peu au nord de la Côte d'Ivoire avec Katiola, au centre avec Boaké, à l'ouest avec Daloa, et puis à Boaké. Voilà, donc aujourd'hui, l'ACAT essaie de se mettre un peu partout, de couvrir l'étendue du territoire national. Donc, c'est ce que j'avais voulu dire pour compléter ce que le président venait de dire. Merci. Ok, Corentin, ça me donne le temps de mettre le pied dans le plat aussi. Le secrétaire a été plus projet et tout ça. Donc, il faut dire qu'au début, l'idée est partie de Paul Angamand parce que l'ACAT Côte d'Ivoire avait une seule cellule, c'était en un seul bloc. Il y avait les militants qui venaient de la plupart de Yopougon, de Cocody, c'était dans Abidjan. Et M. Angamand, comme ça, a proposé, puisque Yopougon, c'est un peu la plus grande commune d'Abidjan, il y a Cocody, il a proposé de scinder l'ACAT en deux. Donc, on a eu la cellule de Yopougon et la cellule de Cocody. J'ai été le premier président de la cellule de Cocody. Cocody, c'était, il faut dire, Abidjan Nord, c'est-à-dire Cocody, Abobo, Plateau et tout ça. Et on avait la cellule de Yopougon. Donc, nous avons fonctionné comme ça, deux cellules. Quand au fur et à mesure, nous avons maintenant voulu étendre l'ACAT au plan national. C'est ainsi que nous avons pensé à la cellule d'Azopé, qui est devenue une cellule formelle. Après, nous sommes allés à avoir une cellule à Boaké. Nous avons eu ensuite une cellule à Daloa. Nous avons poursuivi pour avoir une cellule à Katiola. Et ensuite, nous avons une troisième cellule, puisque Abidjan étant tellement grand, il y a Yopougon qui est la plus grande commune. Il y a Abidjan Nord, nous avons créé une cellule à Abidjan Sud, c'est-à-dire après le pont, quand vous prenez Trècheville, Makori, Bassam. Donc, nous avons 3 cellules à Abidjan. Nous avons 5 cellules à l'intérieur du pays. Ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est créer une cellule à Korogo pour noyauter tout le territoire national. Korogo, ce sera au nord. Boaké, c'est au centre. On pense qu'on pourra noyauter tout le territoire national. Tous les projets dont a parlé le secrétaire général tout à l'heure, il faut dire que l'ACAT Côte d'Ivoire a essayé
à côté des projets classiques qui viennent de la FIA 4 et des bailleurs classiques, de créer un projet lui-même, le projet bibliothèque. Ça, c'est une initiative de l'ACAD Côte d'Ivoire. Nous nous sommes assis un jour, nous sommes allés en détention, nous étions à la prison de Mans. Nous avons eu un détenu qui nous a dit comme ça qu'il voulait passer l'entrée en 6e, le CEP, certificat d'études primaires et élémentaires. Et nous sommes allés à l'ESOP, il y a un autre détenu. Donc, c'est comme ça que nous avons dit, mais pourquoi ne pas créer des bibliothèques dans les prisons? C'est ainsi que nous avons touché nos différentes relations, nous avons touché tous les libraires de Côte d'Ivoire, les maisons d'édition. C'est comme ça que nous avons commencé à avoir les livres et puis lancer ce projet-là qui a eu l'appui de l'ambassade des Suisses. Mais le projet de l'ambassade des Suisses est fini, mais nous avons toujours des livres. Nous avons déjà fait 10 bibliothèques dans 10 maisons d'arrêt de Côte d'Ivoire, mais nous avons décidé d'étendre ça à toute l'étendue du territoire national. Voici un peu ce que l'ACAD Côte d'Ivoire essaie de faire. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit le secrétaire général, il y a la Croix-Rouge qui était beaucoup présente dans le monde pénitentiaire, mais il faut dire que la Croix-Rouge, c'est de manière sporadique. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, automatiquement, on pense à l'ACAD Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire vraiment, nous sommes, en matière de détention, nous sommes vraiment implantés en Côte d'Ivoire ici, de telle sorte que à tout moment, c'est l'ACAD Côte d'Ivoire qu'on sollicite. Nous faisons tout aussi pour répondre présent. À part les différentes prisons où nous intervenons, nous avons des relais dans pratiquement toutes les prisons de Côte d'Ivoire. À la faveur du projet COVID-19, nous avons parcouru toutes les prisons. Nous avons des relais, nous avons des points focaux, afin qu'il y a des prisons dans lesquelles nous travaillons officiellement, mais nous travaillons dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire officieusement. Voici un peu, s'il y a des questions au fur et à mesure, secrétaire général, on pourra répondre pour donner un peu plus de gré à moudre. Merci beaucoup Wenceslas, merci beaucoup Yves. Si votre présentation de votre côté est terminée, je propose à toutes les ACAT ici présentes de poser, de formuler leurs questions si elles en ont sur l'ACAT, ses activités, la vie de l'association. Vous pouvez normalement sur Teams, pour information, en cliquant sur réaction, vous avez une main, vous avez une suite d'émojis, un pouce, un cœur, etc. Et vous avez une main qui vous permet de lever la main, donc de montrer que vous avez envie de prendre la parole. Moi, je me baserai là-dessus pour distribuer la parole. Oui, Yves. Et ensuite Benoît. Alors, je suppose que c'est moi, c'est puisque... C'était bien toi, Yves, ouais, cette fois-ci, oui. Donc, Yves Roland de l'ACAD France. Oui, je suis curieux. Alors, j'ignorais que l'ACAD Côte d'Ivoire avait une vie officielle aussi ancienne. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots quand même sur le nombre, là, puisque vous avez bien dit que vous aviez commencé, comment vous aviez démarré? Au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2022, à peu près combien vous êtes? Je veux dire que ça soit dans ceux qui sont aux manettes et dans les soutiens immédiats. Et puis un peu comment vous êtes organisé. Je veux dire, est-ce que vous avez des assemblées générales? Est-ce que vous... Voilà. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs lieux géographiques avec des centres ACAT. Hein. Donc, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le nombre que vous êtes et votre organisation. Voilà. Yves, si tu peux commencer et puis moi je vais terminer. D'accord. Donc, merci à Yves de l'ACAT France. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'ACAT a des bénévoles, autour de 70 bénévoles. Autour de 70 bénévoles. On un peu le regroupement, puisqu'on est présent et à Abidjan et à l'intérieur du pays. Donc, aujourd'hui, on revendique autour de 70 bénévoles. Maintenant, au-delà de ces bénévoles, sur les projets au niveau du bureau, il y a des salariés. Ces salariés-là sont au nombre de 4, voilà, sur les différents projets. Ils sont aussi en réalité des membres ACAT qui travaillent sur les projets. En termes d'organisation, il faut dire que l'ACAT tient tous les 2 ans
un conseil national. Voilà. Donc, c'est statutaire. Donc, tous les 2 ans, on tient le conseil national qui permet en même temps de renouveler ou encore d'élire, de mettre en place les organes dirigeants. Donc, le mandat du président et du commissariat aux comptes est de 2 ans et renouvelable une fois, parce que chez nous ici aussi, ça a été limité. Donc, le président ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, tous les 2 ans, on se retrouve au cours d'un conseil national pour cela. Maintenant, il arrive aussi que chaque année, on fait ce qu'on appelle soit un conseil extra ou encore un bilan à mi-parcours selon, bien sûr, le bureau en place. Donc, le président est élu pour 2 ans. Il forme ce qu'on appelle son conseil d'administration. Voilà, pour ces 2 ans-là. Et chaque année, on se retrouve pour faire le bilan annuel. Et au cours de ce bilan-là, on valide les différents rapports annuels ou les rapports d'activité qu'on soumet aux membres. Donc, voilà un peu comment la CAD Côte d'Ivoire est organisée. Bon, je vais ajouter pour dire, après ce que le secrétaire a dit, il faut dire qu'au niveau de chaque cellule, l'adhésion, c'est autour de 3 € quand quelqu'un adhère à la CAD Côte d'Ivoire. C'est 3 € qu'il paye. Ces 3 € viennent au bureau national. Et il faut dire qu'au niveau de chaque cellule, chaque membre paye 1,5 € par mois. À chaque réunion, les réunions se tiennent une fois par mois. Les membres payent 1,5 €. Et il faut dire qu'au bout de chaque trimestre, les cellules font un reversement au bureau national. Je pense que c'est 20%. C'est 20% que chaque cellule reverse à la trésorerie officielle de l'ACAD Côte d'Ivoire. Voici un peu comment nous essayons de fonctionner. Il faut dire que nous avons rendu chaque cellule autonome. C'est comme un peu, nous avons un État fédéral et des États fédérés. Il faut dire que les cellules ont des domaines d'activité dans leurs zones d'influence respectives, les différentes prisons, mais la politique de l'ACAD, la politique générale et tout ça, ça relève du conseil d'administration. Donc, il faut dire, voici comment les cellules fonctionnent. À chaque conseil national, c'est-à-dire chaque 2 ans, tous les membres de l'ACAD ont le droit de venir. Donc, chaque 2 ans, nous avons un conseil national. Chaque année, nous avons un bilan à mi-parcours pour recadrer, pour voir comment nous fonctionnons. Et il faut dire que cette année, à partir de janvier ou plus tard février, nous comptons faire le prochain conseil national dans l'une des cellules de l'intérieur du pays. Ça, ce serait une innovation. D'habitude, on faisait à Abidjan. Mais nous avons des cellules qui commencent à avoir du coffre à l'intérieur du pays. Tous les membres ACAD iront soit... Nous avons 2 cellules. Les premiers, on a Boaké et Daloa. Tous les membres ACAD Côte d'Ivoire iront à Boaké ou à Daloa pour que je puisse laisser la main, pour que mon bureau puisse laisser la main. Voici un peu comment l'ACAD fonctionne. À côté de cela, nous avons des activités nationales. Chaque cellule a ses activités. C'est comme le mois dernier, il y avait la conférence épiscopale, c'est-à-dire toute l'Église catholique nationale qui organisait la journée des détenus à Daloa. Le bureau national ne s'est pas déplacé, le président ne s'est pas déplacé. Nous avons délégué cela à la cellule locale de Daloa, qui est un président qui a participé à cette activité-là au nom et pour le compte de l'ACAD national. Donc, voici un peu comment nous le faisons. Nous avons aussi des récollections que nous organisons, puisque nous sommes une ONG chrétienne. Et là, tous les membres de l'ACAD viennent. Quand nous avons des bilans à mi-parcours, c'est un délégué par cellule de l'intérieur du pays qui vient, soit le président ou le trésorier qui viennent. Mais pour chaque conseil national, chaque AG statutaire, c'est tous les membres qui se retrouvent. Voici un peu comment nous essayons de fonctionner. Chaque cellule a ses activités propres. Et il faut remarquer que à chaque fois que nous faisons le plan d'action, chaque cellule nous fait son programme d'activité qu'ils envoient au bureau national et c'est le conseil d'administration de l'ACAD qui essaie d'intégrer ça dans ses différentes activités. Donc, ça fait que les cellules de l'ACAD Côte d'Ivoire n'arrivent pas à se chevaucher. Nous essayons de travailler en bonne intelligence pour le devenir de l'ACAD Côte d'Ivoire. Voici un peu ce que nous essayons de faire. Okay, donc, Président, je voulais juste rappeler que quand c'est le Conseil national qui définit généralement les grandes orientations pour le mandat ou bien sur une période donnée. Donc, quand le président du Conseil arrive, il met en œuvre ce qu'on appelle les axes stratégiques, généralement qui sont définis par le Conseil national. Donc, le plan d'action sur le mandat est bâti autour des axes stratégiques qui ont été définis par le Conseil national. Donc, ça veut dire tous les membres. Et puis, les cellules ne font que leur plan d'action
que sur la base du plan d'action du conseil d'administration. Donc, ça veut dire quoi? Une activité d'une cellule ne peut pas, ou bien les cellules sont ce qu'on appelle les groupes locaux, ne peuvent pas déroger au plan d'action national. Donc, voilà ce que j'avais voulu dire pour compléter. Merci, merci Wenceslas. Je crois que Benoît voulait prendre la parole également, poser une question. Oui, merci beaucoup. Je suis très conscient, je dirais, de l'expérience et de la compétence de l'ACAT Côte d'Ivoire dans la conduite de projets pour la défense des droits humains, notamment en matière juridique, mais aussi en matière d'organisation, de gestion et de conduite de projet, avec une expérience maintenant tout à fait avérée. Je voulais simplement vous demander si vous avez, avec ces compétences, réussi, ou si vous envisagez de le faire, pour obtenir des financements de projets par vos propres moyens. Je pense aux différentes ambassades qui peuvent être représentées à Abidjan, à la délégation de l'Union européenne, à des grandes ONG internationales ou africaines qui pourraient aussi être intéressées par vos compétences, vos activités, et être des financeurs possibles de vos projets. Est-ce que c'est une voie que vous envisagez, et est-ce que vous avez pu déjà la mettre à profit pour partie? Yves, tu veux commencer, puis je termine? Oui, président. Voilà. Donc, merci à Benoît pour sa question. Est-ce qu'on envisage d'obtenir des financements autonomes? C'est ce que ça veut dire. Je veux dire qu'on a déjà commencé, on l'a déjà fait, on le fait même déjà. Les financements autonomes, l'ACAT Côte d'Ivoire les a déjà. Le projet avec la fondation Oziwa, c'est un projet autonome. C'est un projet autonome que l'ACAT Côte d'Ivoire a soumis à la fondation Oziwa et qui a reçu financement. Ça fait maintenant 6 ans que la fondation Oziwa accompagne l'ACAT Côte d'Ivoire. Seulement que c'est ce projet qui nous a servi de cofinancement dans le cadre du projet avec la délégation de l'Union européenne. Donc, c'est un projet de l'ACAT Côte d'Ivoire. À côté de cela, il y a l'ambassade de l'Allemagne qui nous a financé sur un projet autonome de vulgarisation des dispositions du nouveau code de procédure pénale. La Côte d'Ivoire a adopté un nouveau code de procédure pénale pour lequel l'ACAT a eu à faire beaucoup de plaidoyer. Donc, quand ça a été adopté, l'ACAT a écrit, a soumis un projet à l'ambassade d'Allemagne pour demander à faire connaître les dispositions de ce nouveau code-là à la population. Donc, on a eu à mener ce projet-là sur 6 à 7 mois. Voilà, donc c'est un projet autonome de l'ACAT Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, je crois qu'il y a l'ambassade de Suisse qui nous a financé sur un projet autonome aussi. Donc, ce sont des voies que nous, on explore actuellement. L'objectif, c'est que, c'est vrai qu'on bénéficie de l'accompagnement de la FIACAT, mais on veut aussi continuer par nos propres moyens, de sorte à ce qu'on puisse, non seulement ça nous permet d'être, je veux dire, d'améliorer nos niveaux d'autonomie. Voilà, donc aujourd'hui, nous explorons beaucoup plus d'autres voies, de sorte à ce que notre autonomie en matière de recherche et de financement puisse s'accroître. Donc voilà un peu ce que j'avais voulu dire, Président. Je vais continuer avec ça. Ouais, il faut dire que ce que le secrétaire général a dit, c'est vrai, parce que depuis que moi j'avais pris la tête de la Côte d'Ivoire avec mon conseil d'administration, nous nous sommes dit, attention, il ne faudrait pas, c'est vrai que la FIACAT est notre partenaire principal, notre fêtière, mais il faudrait qu'on pense au jour où la FIACAT ne pourrait pas véritablement nous épauler. Donc, tout ce qu'il a dit, ce sont des projets adjacents que nous trouvons. Même le projet COVID-19, l'ACAT Côte d'Ivoire et la BAP ont fait un appel candidature
spontanée auprès de l'Union européenne. C'est ainsi que nous avons pu faire le tour de toutes les prisons de Côte d'Ivoire pour offrir des kits d'hygiène, des kits sanitaires dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'ACAT Côte d'Ivoire, nous sommes en train de penser même à une autonomisation véritable. C'était un peu dans les coulisses. Il faut vous dire que, pour vous dire la petite histoire, depuis que mon conseil d'administration, le conseil d'administration dont j'ai les rênes, dirige l'ACAT Côte d'Ivoire, nous avons tout fait avec tous nos fonds d'administration. Nous avons pris un pari. Vraiment, ce n'est pas encore OK. Nous, ce sont des partenaires pour le terminer. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu un partenaire qui nous aidait, mais qui est de domaine de la construction, qui vient, qui nous voit un jour, qui dit, c'est vrai qu'ils ne savent que donner des terrains. Ils offrent un terrain à l'ACAT Côte d'Ivoire. Nous avons pris le terrain. Avec tous les différents fonds d'administration que nous avons pu avoir sur certains projets, nous avons fait la fondation du siège. Aujourd'hui, nous avons fini, si on veut dire, il reste à faire, comment on appelle, il reste à faire la dalle. Et on peut dire que d'ici 6 mois à 1 an, peut-être que je finirai avant de partir où le prochain conseil fera. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Demain, nous n'aurons pas besoin peut-être de louer des salles. Toutes les ONG de Côte d'Ivoire qui sont en Abidjan pourront louer notre salle. Ce sont des financements, ce sont des entrées d'argent en plus des bailleurs traditionnels. Voici comment nous comptons à une autonomisation, à une pérennisation d'ici 4 à 5 ans. Parce qu'on se dit que dans le domaine des ONG, les bailleurs classiques, l'Union européenne va vous financer. Il y aura une 3e phase, mais ce n'est pas sûr qu'après la 3e phase, l'Union européenne soit toujours avec l'ACAT Côte d'Ivoire. En attendant de trouver de gros financements, des financements structurants, il faut dire que le jour où l'ACAT Côte d'Ivoire n'a pas de financement, l'ACAT Côte d'Ivoire ne doit pas plier les genoux. Donc voici, nous sommes en train de voir tous les aspects, y compris au plan institutionnel même ici, y compris au plan d'acquisition, d'immobilisation, comme l'avait proposé le Conseil national lors de mon élection. Nous sommes en train d'y penser de telle sorte que l'ACAT d'Ivoire soit une ACAT véritablement solide. Parce qu'on s'est dit qu'avec tous les acquis que nous avons, il faut pouvoir glaner des dossiers à tout niveau. Non seulement diversifier nos partenaires, comme l'a dit le secrétaire général, mais en interne, trouver des ressources pour avoir le minimum de financement possible pour pouvoir après, si possible, pouvoir se projeter dans l'avenir à partir de nos forces propres. Merci beaucoup, Wens. Bettina, tu as une question, je crois. Alors, Bettina, ton micro est désactivé. C'est parfait, on t'entend. Juste que donc, ma question, j'aimerais savoir un peu plus concernant... Excuse-moi, Bettina, ton son est... Je ne sais pas si je suis le seul. On t'entend, mais on t'entend très doucement. Et voilà, c'est maintenant? parfait, merci beaucoup. Ah, pardon, ouais, j'ai mal avec les micros. Pardon. Alors, ma question concerne le monitoring des lieux de détention que vous avez mentionné. Et ça m'intéresserait de savoir un peu plus sur les situations que vous rencontrez dans ces différentes prisons et quelle aide l'ACAT peut fournir. Est-ce que vous voyez une amélioration, une évolution des conditions de détention depuis le temps que vous faites ces visites? Et quel contact avez-vous avec les autorités, autant pénitentiaires que judiciaires et politiques? Voilà. Yves, tu commences comme d'habitude? D'accord, ok. Merci à Bettina pour sa question. Oui, il faut dire que l'ACAT s'inscrit depuis quand même plusieurs années dans le monitoring. Pourquoi? Parce que a constaté à un moment donné que les conditions de détention étaient tellement dégradées, il fallait agir. Donc, l'étude qui a été menée, c'était que qu'est-ce qui était à la base des conditions de détention? C'était une question de surpopulation. Voilà, il y avait beaucoup plus de détenus en attente de jugement. Donc, avec les statistiques carcérales qu'on a avec la direction de l'administration pénitentiaire, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de personnes en attente de jugement. Donc, il fallait l'idée à ce qu'on puisse juger
les détenus en attente de jugement dans les délais prescrits par les dispositions des textes. Et quand on regardait, on a vu que ce qui faisait que les gens duraient dans les prisons avant un jugement, c'était que le texte n'était pas bon. Parce que l'ancien code de procédure pénale disait que pour une situation de crime, le juge d'instruction pouvait renouveler de façon indéfinie la détention jusqu'à ce qu'il finisse son enquête, de façon 4 mois renouvelable indéfiniment. C'était ce qui était prévu dans l'ancien code de procédure. On a dit, bon, s'il faut lutter contre ça, il va falloir agir en amont, de sorte à ce qu'on puisse, ne serait-ce que, réviser cette disposition. C'est pour cela qu'on a fait le plaidoyer pour que la Côte d'Ivoire puisse adopter un nouveau code de procédure. Et dans ce nouveau code de procédure, on a proposé que les délais soient vraiment limités en fonction de la nature des infractions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour une situation de délit, on ne peut pas détenir quelqu'un plus de 18 mois. Et pour une situation de crime, on ne peut pas détenir une personne au-delà de 4 mois. Donc ça, c'était déjà le premier combat. Donc, ce texte a été adopté en 2018 avec du coup. Il faut maintenant lutter à ce que ce texte soit mis en application effectivement. Et c'est à cela qu'on est aujourd'hui. Et en lieu et place des cours d'assises qui existaient dans l'ancien code, il est prévu maintenant des tribunaux criminels pour juger tous les 3 mois les situations de crime qui faisaient qu'il y avait beaucoup plus de personnes en attente de jugement. Donc aujourd'hui, ces tribunaux criminels se tiennent, même s'ils ne prennent pas beaucoup de détenus aux différentes sessions. Donc ça, c'est une question qui a été réglée, seulement qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré la présence du nouveau code, les magistrats disent qu'il n'y a pas de moyens, l'État n'accompagne pas pour que les tribunaux puissent siéger pour évacuer les cas. Donc voilà ce à quoi nous sommes confrontés. Mais il faut dire que notre travail a permis quand même de mettre en place aujourd'hui avec le CS-Greffe, un logiciel, le CS-Greffe, qui est installé dans les prisons et qui contrôle les délais de détention. Ça veut dire qu'il prévient, qui dit que tel délai est dépassé. Voilà. Donc aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'Union européenne, bien sûr, aujourd'hui, le CS-Greffe, ce logiciel est adopté dans les prisons, avec aussi les magistrats qui contrôlent aussi les délais de détention. Donc, avant, sur toute le territoire, on avait plus de 40% des détenus au-delà des délais de détention. Mais aujourd'hui, ce taux-là est autour de 32%. Donc, quand on prend les prisons ivoiriennes, donc c'est dit qu'aujourd'hui, pour une question de délit, c'est rare de voir une personne détenue au-delà de 18 mois pour un cas de délit. Où on a encore des problèmes, c'est les cas criminels, ou encore, malheureusement, on a des cas au-delà de 24 mois. Alors que le code dit que, quand c'est comme ça, il faut mettre la personne en liberté, de sorte à continuer la procédure. Donc, c'est dit que le travail de l'ACAT a permis quand même aux magistrats, puisque à chaque lancement de projet, on réunit à travers un atelier les magistrats des juridictions concernées pour leur montrer un peu les aptitudes qu'ils doivent adopter pour évacuer ces cas-là, de sorte à ce qu'on puisse parvenir à lutter contre la détention préventive excessive ou encore injustifiée. Donc, ces magistrats ont adopté des méthodes de travail qui permettent à ce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont un regard sur les délais de détention. Donc, or, vous savez que quand on réduit le nombre de personnes en attente de jugement, ça réagit sur le taux général de détenus. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un nombre de détenus de longue durée qui n'est pas aussi élevé. Maintenant, on fait aussi le plaidoyer au niveau des autorités. Et là, je vais intervenir sur le deuxième volet pour dire qu'on a de très bons contacts, de très bons rapports avec les autorités. Même si souvent, par des rapports, souvent on publie des rapports, quand on parle d'un taux de surpopulation, l'État n'est pas tellement content, mais on essaie d'arranger cette situation, d'arriver des cas où vraiment la direction de l'administration pénitentiaire n'était pas vraiment de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire, parce qu'on a publié des rapports qui sont précis où on a décrié le nombre élevé de personnes en attente de jugement. Et ça aussi, c'est le travail d'une ONG. Pas toujours qu'une ONG doit être en symbiose avec l'État, mais au-delà de cela, on arrive à s'entendre quand même. Donc, les magistrats, l'État libère les magistrats, les personnels pénitentiaires aux différents séminaires qu'on fait. On va nous-mêmes rencontrer les autorités pour les interpeller sur des situations qu'on rencontre dans les maisons d'arrêt. Donc, les autorités sont quand même collaboratives à ce niveau-là. Et aujourd'hui, pour les conditions de détention, avec ce qu'on fait, c'est qu'au-delà de l'interpellation
on œuvre à installer des bibliothèques, comme le président l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir, ne serait-ce que, aider à résoudre cette problème de l'oisiveté qui fait que souvent certains détenus libérés reviennent parce qu'il n'y a aucun atelier d'apprentissage. La DAP ne le fait pas. Donc aujourd'hui, même le projet avec Osiwa a un volet réinsertion sociale qui permet de faire la couture, la coiffure dans les maisons d'arrêt. Parce qu'on veut lutter contre cette récidive-là qui fait que les gens reviennent quand ils ressortent. C'est parce qu'en réalité, ils sont oisifs. C'est pour ça qu'ils reviennent. Donc aujourd'hui, notre présence dans les maisons d'arrêt a permis quand même d'améliorer certaines situations parce qu'on sait que la CAD vient, donc il y a un regard extérieur qui a été crié quand ça ne va pas. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Président, donc tu peux continuer là-dessus. Ok, merci secrétaire général. Il faut dire que pour parler modestement ou humblement, la CAD Côte d'Ivoire a pris à bras le corps le problème des prisons ivoiriennes. Il faut dire que déjà, ça commence par nos procédures déjà. Quand il y a le projet, les bénévoles vont dans une maison d'arrêt. Aujourd'hui, ils sont allés effectuer une visite dans une maison d'arrêt. Nous avons tellement de bons rapports avec l'administration qu'ils ont accès au registre du CROU pour voir le nombre de personnes qui sont en dépassement des délais. Après, les bénévoles reviennent, il y a nos avocats qui repartent sur le terrain. Est-ce que vous savez qu'en tant que président de l'ACAD Côte d'Ivoire, il y a des magistrats qui nous appellent pour nous dire voici telle situation. Ça, c'est un cas difficile. J'ai essayé de régler ça avec le procureur général, ça ne va pas. Mais comme vous, l'ACAD Côte d'Ivoire, on vous écoute, essayez de prendre ce problème à bras le corps. Même des magistrats nous saisissent. Même des conseillers du ministre de la Justice nous appellent pour dire votre voix porte, faites cela. Est-ce que vous pouvez savoir, par exemple, qu'à travers notre monitoring des lieux de détention, non seulement nous intervenons dans l'aspect projet, mais au-delà, il y a l'ACAD d'Aloa. Il y a un détenu qui est sorti il y a de cela 2 mois, mais qui n'avait aucune pièce d'identité. L'ACAD d'Aloa a fait fort pour voir toutes les autorités, l'aider même financièrement pour qu'il puisse retrouver toutes ces pièces. Il y a le secrétaire général, mais il est venu il y a 2 semaines à l'ACAD Côte d'Ivoire. Il a même fait une interview avec nous, nous a permis de le filmer. On pourra vous remettre cette pièce-là aussi à titre de témoignage. Il faut dire qu'avec les autorités, comme il a dit, nous utilisons la technique de la musaraigne. Vous voyez la souris musaraigne, c'est-à-dire nous mordons, nous soufflons. C'est vrai que nous sommes ONG, nous sommes obligés d'avoir de bons rapports avec l'administration, mais nous ne voulons pas avoir de langue de bois. Il y a certaines autorités qui nous appellent. Pourquoi nous donnons des chiffres dans certains de nos rapports? Pourquoi nous ne carençons pas l'État dans le sens du point? On dit non, qu'on ne peut pas le faire. Donc, nous avons eu plusieurs couacs, mais il faut dire que ce qui est important, parce qu'il y a la chaîne officielle, mais souvent nous utilisons la chaîne officieuse quand nous avons des problèmes avec les autorités, qui a rencontré telle autorité personnellement, se jouer les entrepreneurs, mais on a pu régler toujours nos problèmes. Ce qui fait, comme le disait le directeur de l'administration pénitentiaire, en griffe, l'ACAD est un mal nécessaire. Quand bien même il pourrait décrier, souvent on dit que l'ACAD tape un peu, titille un peu trop l'État, mais l'ACAD est une ONG. Ici, elle n'avait pas existé. Il aurait fallu la créer. Est-ce que vous savez que le directeur de l'administration pénitentiaire, d'un de nos plaidoyers, nous dit que c'est vrai? Nous ne venons pas lui dire ce que nous faisons dans les prisons, mais il a tous les rapports. Aujourd'hui, vous prenez un régisseur, quand vous partez dans une prison. Nous sommes allés tout récemment, il y a 3 mois, à la prison de Daloa. Nous partons faire les civilités au nouveau procureur. Dès qu'il arrive, il dit non. On dit ACAD Côte d'Ivoire, il nous reçoit. Il dit non. Je n'ai pas travaillé directement avec vous, mais je vous connais à travers tous mes prédécesseurs, tous les autres. C'est-à-dire que l'ACAD Côte d'Ivoire est vraiment connue. Vous voyez, par exemple, et nous avons nos moyens de plaidoyer sont puissants. Vous voyez, par exemple, l'ACAD Côte d'Ivoire organisé de telle sorte que nos bénévoles, nous avons une project team. À chaque fois qu'il y a un projet, il y a des bénévoles qui sont là. Ils ne vont pas travailler, ils sont là. Ils réfléchissent au projet. C'est comme ça que nous avons pris certains bénévoles qui ont constitué une équipe scientifique. Donc, désormais, depuis l'ancien projet Union européenne, désormais, tous nos projets sont accompagnés d'études scientifiques, qui sont des plaidoyers puissants qui permettent de pouvoir faire évoluer certaines actions, par exemple. Vous savez aussi que l'ACAD Côte d'Ivoire, à part ses actions officielles dans le cadre du projet, nous intervenons officieusement dans certaines prisons. Nous avons permis à certaines prisons d'avoir des semences, d'avoir du matériel agricole qui pour avoir un petit jardin, un potager, qui pour avoir des semences. C'est-à-dire qu'au-delà de nos actions officielles, ponctuelles qui dépendent du projet, puisque l'ACAD Côte d'Ivoire, les bénévoles font des cotisations, nous avons de petits fonds à côté, nous essayons d'aider. Est-ce que vous savez qu'il y a certains procureurs pour pouvoir régler certains problèmes? Si la gendarmerie ne peut pas se déplacer pour aller dans une telle localité,
peut-être à peine, hein, je prends un exemple tout bête, ça peut être 50 €. Mais la carte Côte d'Ivoire, si on a l'argent, on remet ces 50 € là, ce n'est pas officiellement, mais pour que l'enquête puisse aboutir. Aujourd'hui, il faut dire qu'on nous sollicite, même au-delà de ce que nous pouvons, mais comme nous sommes dans la société ivoirienne, nous avons des petits entre-gens et tout, nous essayons à chaque fois, nous ne disons jamais non. Nous essayons toujours d'intervenir dans une situation selon nos moyens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pour parler, c'est une litote, mais la carte Côte d'Ivoire est connue de tous. C'est pour ne pas se jeter des fleurs que je le dis. Même, il y a Corentin, il y a Lionel, il y a Guillaume. Ils vont dans certaines administrations, quand ils viennent pour certains plaidoyers, ils entendent ce qu'on dit de la carte Côte d'Ivoire. Et vous savez, ce qui a été la cerise sur le gâteau, nous avons eu le prix, vous voyez, le prix de la meilleure ONG 2020 en Côte d'Ivoire. D'Albor était très heureux, nous avons pris la photo. Donc, tout ça, ça a prouvé que la carte est une jouette et assez sérieuse et tout ça, ça nous a permis encore d'ouvrir certaines portes. Il faut dire que nous nous portons très bien, ça ne fait que commencer. Merci beaucoup, Wens, pour cette présentation passionnée, à juste titre. Est-ce que je peux donner la parole à Lorraine? Oui, merci. Je vais mettre mon caméra. Bonjour tout le monde. J'ai juste une question qui concerne les membres. Et je sais bien que là, Côte d'Ivoire, les membres ils sont très engagés. En fait, vous êtes nombreux. Et je sais pour quelques ACAT, surtout les ACAT européennes, parfois ils ont du mal à recruter des membres. Donc, je voulais savoir déjà, comment vous faites pour recruter des membres? Avez-vous une stratégie que vous avez mis en place? Et la deuxième question que j'ai, c'est que comment vous faites pour mobiliser les bénévoles que vous avez? Parce que je sais qu'on fait des ateliers sur place où il y a beaucoup de monde qui sont engagés, qui participent. Donc, je voulais savoir comment vous faites et comment les bénévoles restent engagés auprès de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, merci à Lorraine pour sa question, ce qui concerne bien sûr les membres. Quelles sont les stratégies pour avoir les membres? C'est vrai, on a des membres bénévoles, beaucoup de membres, même si nous on trouve que ce n'est pas encore beaucoup. Voilà, la stratégie, c'est que faut dire qu'au niveau des cellules, puisque la carte recrute au niveau de ces groupes locaux. Donc, Yopougon peut recruter, Abidjan Sud peut recruter, Podi peut recruter, Daloa peut recruter. Mais on ne peut pas recruter si on ne mène pas d'activité. Généralement, c'est au cours des activités qu'on recrute. Au cours des activités. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'étais à Yopougon la semaine dernière pour une sensibilisation sur le nouveau code de procédure au niveau de la mairie de Yopougon. Donc, au cours d'une sensibilisation, certains membres nous approchent pour dire comment je fais pour intégrer. Voilà. Maintenant, la toute dernière, il arrive aussi que certaines personnes entendent parler de l'ACAT. Je ne sais pas, vont sur tous les étudiants qui font par exemple des recherches, quand il s'agit ils doivent écrire sur la détention, quand ils vont sur Google, c'est des écrits de l'ACAT et de la FRACAT qu'ils rencontrent. Et ils prennent l'adresse, par exemple, de l'ACAT et ils appellent le secrétaire que je suis pour dire vous êtes situé où? Ce que vous faites m'intéresse, je voulais vraiment intégrer l'organisation. Donc, quand c'est comme ça, nous aussi, on essaie de mettre les gens en observation un peu pour voir un peu leur niveau de volontariat, pour voir un peu, avant de les inviter, ils participent à nos activités, ils viennent, je les reçois pour leur montrer un peu ce qu'on fait. On leur permet de participer aux réunions des cellules. Et puis, à la suite de cela, quand on voit leur motivation, on décide qu'ils intègrent en payant bien sûr leur droit d'adhésion. Donc, voilà un peu. Il arrive aussi que, par exemple, Live TV a fait une émission la semaine dernière qui a porté sur les conditions de détention et puis les cas de personnes qui restent longtemps en détention. C'est une télévision ivoirienne. Et beaucoup de personnes ont vu l'émission à la télé. Même des détenus ont regardé l'émission et le téléphone l'ACAT n'a fait que crépiter à la suite de cette émission. Il y a des personnes qui m'ont appelé qui disent mais on veut adhérer à l'ACAT Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des actions de visibilité qui font que on arrive à avoir des bénévoles. Voilà. Maintenant, il peut arriver que parce que Yves Nguetia, je connais quelqu'un, je lui parle de l'ACAT. Voilà, ça peut et quand ça l'intéresse, la personne vient. Donc, généralement, soit les gens ont entendu parler de l'ACAT et à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou encore
à travers les émissions, des actions de sensibilisation, parce qu'on fait des actions de sensibilisation et dans les églises et dans les établissements scolaires. Donc, et chaque fois qu'on a une séance de sensibilisation, forcément, à la fin, on fait toujours une liste de présence. C'est vrai que nous, on n'a pas pour habitude de relancer les gens, mais à la fin, certaines personnes nous approchent pour dire, ah, vous êtes situé où? Moi, j'aimerais bien sûr, participer à vos actions. Donc, généralement aussi, ce c'est que souvent les étudiants, en fin de cycle, s'intéressent beaucoup. Il arrive aussi que le président Paul Ngama, en tant qu'il donne cours dans des universités, et quand il parle de l'ACAD, comme le président Assou donne cours dans des universités, quand il parle de l'ACAD, les étudiants viennent. Maintenant, comment on les mobilise? On essaie de les mettre à contribution dans les différentes activités qui sont exécutées. Par exemple, pour être bénévole sur les différents projets de l'ACAD, on essaie de voir en fait au niveau des cellules quels sont les membres qui sont dévoués et qui sont disponibles pour participer aux missions. C'est ce qu'on essaie de faire. Et les cellules nous dressent la liste de leurs membres actifs. Et c'est au vu de ces listes-là que nous, on fait des équipes. Parce que pour chaque prison, on a besoin au moins de 3 personnes par mission. Donc, on construit des équipes de sorte à ce que chacun puisse être impliqué, puisse se sentir impliqué dans les activités de l'ACAD. Donc, c'est une manière de pouvoir les garder, parce que s'ils sont bénévoles et qu'il n'y a pas d'action, ils ne font rien, c'est sûr qu'ils vont partir à un moment donné. Donc, au niveau du comité scientifique, il y a des bénévoles qui sont dans le comité scientifique, qui travaillent pour les études, mais ce n'est pas fermé à ceux qui sont vraiment nommés. Mais les bénévoles disponibles aussi qui voudraient apprendre, on leur permet de venir apprendre auprès du comité scientifique, comme au niveau aussi de la Project Team, l'équipe qui est chargée de rédiger des projets. Donc, tous les bénévoles disponibles, on leur permet aussi de venir au bureau et puis de venir participer à ces actions-là. Donc, c'est une manière de les imprégner dans les actions que la CAD fait. Merci bien. Il faut dire que ce que Yves a dit, c'est le côté institutionnel, c'est bon. Mais moi, j'ai ma bonne petite méthode que j'appelle la méthode officieuse parce que vous savez, quand il y a l'officiel, il faut, à côté du côté ONG, nous essayons de faire de l'ACAD une famille. C'est très important. Quand vous prenez, par exemple, nous sommes à Abidjan, nous voulons créer une cellule à Bouaké. Mais comment on trouve des personnes? On prend des personnes qu'on connaît d'abord, mais qui peuvent être intéressées par l'ACAD Côte d'Ivoire. Yves peut avoir un de ses collègues qui y travaille. Moi, je suis enseignant, je suis journaliste. Il y a forcément un journaliste ou un enseignant qui est là-bas, qui est chrétien, qui peut le faire. Nous prenons d'abord ce petit noyau-là que nous pouvons entretenir même à distance. Et après, ça s'agrandit. Mais il faut dire aussi que l'ACAD, c'est quand même une famille. À côté de nos cotisations que nous faisons officiellement, nous avons, si on veut voir, une petite caisse sociale, non seulement au bureau du conseil d'administration, mais au bureau de chaque cellule. Celui qui a perdu un parent, celui qui a un petit problème, l'ACAD, même si c'est une petite infime, quantum, nous apportons toujours un soutien, que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur. Quand quelqu'un se marie, il y a toujours un cadeau qui vient de l'ACAD Côte d'Ivoire. Et bon, comme Lorraine le connaît, hein, il y a le président, il y a toujours en griffe la petite Seine-Seine. On boit toujours du vin là. C'est-à-dire qu'on fait tout, même dans les situations les plus difficiles, les situations les plus cocasses, nous essayons de nous retrouver. Et il faut remarquer qu'à l'ACAD aussi, vous savez que ce sont des bénévoles, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont fini l'université, tout. On ne base pas ça forcément dessus, mais nous avons une cellule sociale occulte à l'ACAD Côte d'Ivoire, qui est composée du président et de certaines personnes à l'ACAD Côte d'Ivoire. Il y a des responsables d'entreprise, il y a des directeurs de certaines structures que j'essaie de rencontrer, et nous avons toujours un CV, 2 CV, de certains bénévoles que nous faisons passer. Donc, ça fait qu'il y a certains bénévoles qui, à travers l'ACAD Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui ont eu du travail, qui ont eu ça. Donc, nous essayons de tout faire pour que le lien avec l'ACAD Côte d'Ivoire, ce soit non seulement l'ONG, mais il faut qu'il y ait une autre raison de vouloir fréquenter l'ACAD Côte d'Ivoire. Voici un peu, nous essayons de toucher toute cette toile-là auprès d'un bénévole de telle sorte que, même si c'est auprès des visites, on ne sent pas trop d'intérêt, mais il y a le côté social qui va vous obliger à rester à l'ACAD Côte d'Ivoire. Il y a le côté familiarité, il y a le côté petite situation pour que quelqu'un vous a aidé à avoir. Ça fait que vous êtes un peu dans un engrenage, mais qui, au final, devient positif pour vous et positif pour l'ACAD Côte d'Ivoire qui nous permet de grandir. Mais vous remarquez aussi que, pour la petite histoire, la majeure partie des stagiaires qui viennent à l'ACAD Côte d'Ivoire, si nous prenons, on peut dire 80% de nos stagiaires restent. 80% des stagiaires qui viennent à l'ACAD Côte d'Ivoire, quand ils viennent, ils sont là pour un stage, mais quand ils voient que c'est un environnement famille, c'est vrai que vous êtes stagiaire,
mais vous êtes plus un membre, plus qu'un stagiaire. On vous intègre dès votre arrivée. On ne dit pas non parce que tu viens d'arriver, tu n'es pas là, tu es stagiaire, tu as déjà fait une visite de prison. Non. Dès que tu maîtrises un peu, secrétaire général, mets-le dans une équipe de visite de prison. Ça fait que vous intégrez assez tôt. Et après, aujourd'hui, comme vous prenez le trésorier de l'A4 Côte d'Ivoire, le conseiller financier du Conseil national, c'est un ancien stagiaire de l'A4 Côte d'Ivoire. Et puis, vous prenez quelqu'un comme Yves Nguetia. C'est lors d'une conférence, l'A4 Côte d'Ivoire avait une conférence à l'Institut Friedrich Naumann, sorti fraîchement de l'université. Il y a des programmes, il dit, bon, je vais voir une ONG, il vient à notre activité, il voit que l'A4 Côte d'Ivoire peut l'intéresser, et c'est comme ça qu'il adhère. Donc, il y a des personnes qui viennent aussi de manière spontanée comme ça. On avait aussi notre petit truc, on avait une newsletter, on va la répéter, on avait une newsletter qu'on faisait chaque 6 mois. Nous mettons dans toutes les boîtes, tous ceux qui viennent. Donc, ça fait que l'A4 Côte d'Ivoire, vous avez des contacts, vous voyez. Et puis, bon, on essaie d'en parler un peu partout. Hein. Moi, par exemple, quand je suis en salle des profs, je ne fais que parler de l'A4 Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire des bibliothèques dans les prisons, mais j'ai dit aux responsables de mon école qu'étant le président de l'A4 Côte d'Ivoire, je ne peux pas faire dans les prisons sans avoir une bibliothèque pour mon école, pour les professeurs. Vous voyez que ça crée un engouement spécialement. Donc, nous avons notre petite approche à nous parce qu'il y a le côté ONG, mais il faut que ce soit surtout le côté famille. Vous savez qu'en Afrique, c'est un peu sa famille et tout ça. Nous n'essayons pas de tout mélanger, essayer de mettre chaque chose à sa place, mais on essaie de mettre la personne dans un grenage de telle sorte que l'A4 devienne, si on veut, une seconde famille à part la famille d'origine. Voici un peu ce que nous essayons de faire pour que ça puisse marcher. Merci. Merci beaucoup, Wens. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup d'A4. Est-ce que Marie voudrait bien poser sa question? Je vois que Marie a levé la main. Juste pour faire un point sur le temps, il est 16 h. Alors, heure française, hein, il n'est pas la même heure partout chez nous. Je pense à toi, Claire, il est beaucoup plus tôt. Mais je vous propose d'écouter une dernière question, encore une autre, éventuellement si une A4 veut poser une question après Marie, et puis on pourra peut-être clôturer ce premier café. Merci Corentin et bonjour à tous. Et puis merci beaucoup à l'A4 Côte d'Ivoire pour sa présentation. On continue tous les jours d'en apprendre, même pour ma part en tout cas. J'aimerais avoir aussi un retour de votre part et peut-être des informations sur comment vous avez appréhendé le travail avec les autres ONG au niveau national et le travail en coalition. Est-ce que vous le faites? Comment vous le faites? Et comment est-ce que vous arrivez à en faire une force et peut-être à renforcer la place de l'A4 à travers ce travail en coalition plutôt qu'une atténuation, on va dire, de votre connaissance si vous travaillez évidemment en coalition. Merci. Yves, tu veux y aller ou tu me laisses aller? Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. C'est un peu un petit mot. Ouais. Yves, Wens? Quelqu'un veut répondre? J'ai posé une colle. Ah oui. Non, moi, je vais répondre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Oui, il faut dire Okay, que... Vas-y, Wens. Voilà, c'est bon pour l'A4 Côte d'Ivoire de travailler en synergie parce que nous sommes dans le grand moule des droits de l'homme. C'est vrai que nous luttons contre la torture, les mauvais traitements, la peine de mort, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, mais nous sommes dans le grand moule des droits de l'homme. Donc, pour nous, toutes les ONG avec lesquelles nous pouvons avoir une expérience significative, un travail de terrain complémentaire, nous n'hésitons pas. Nous travaillons avec le MIDH dans le cas de l'Obslid et tout ça. Nous travaillons avec le MIDH et surtout avec la LIDO dans le cas de la peine de mort. Donc, il y a beaucoup d'ONG comme ça qui nous sont devenus complémentaires. Mais il faut dire que tout part de la sociologie associative en Côte d'Ivoire. L'A4 Côte d'Ivoire travaille avec beaucoup d'ONG, mais moi, je disais à mes collaborateurs comme ça que ce n'est pas parce que nous sommes ONG qu'il faut travailler systématiquement avec toutes les ONG. Vous savez, le travail de la société civile requiert un peu de passion. Un peu de passion avant toute autre chose. Mais nous avons certaines ONG qui mettent l'intérêt avant la passion. Il faut dire que quand c'est comme ça,
le distinguo est vite fait, Marie Salfati. Vous voyez un peu. Parce que nous disons que nous travaillons dans le domaine de la torture. C'est le travail d'abord avant toute autre considération. Bon, quand nous avons une ONG qui a un centre d'intérêt qui n'est pas d'abord les thématiques et tout ça, il faut dire que déjà, nous essayons de faire le distinguo. Mais sinon, l'ACAT Côte d'Ivoire n'a pas d'appréhension contre toute ONG. Dès que nous avons été élus, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer toutes sortes d'ONG. Nous faisons des déclarations communes, mais surtout aussi le danger. Il y a souvent des déclarations dans lesquelles les ONG veulent nous faire porter le chapeau, veulent qu'on adhère à certaines déclarations, mais qui vont à la compte de nos principes. Ce n'est pas parce que nous sommes ONG, nous allons nous lever pour dire, bon, par exemple, il y a eu des actes de torture et tout ça, mais parce que nous sommes en période électorale, non, nous allons automatiquement signer cette déclaration. Quand c'est comme ça, l'ACAT Côte d'Ivoire dit non. À l'ACAT Côte d'Ivoire, nous connaît. On sait que nous sommes arrimés à nos thématiques. Est-ce que vous savez que pour la petite histoire, il y a une télévision qui avait refusé de m'inviter? Il y avait, bon, j'ai été directeur du plus grand journal de Côte d'Ivoire, donc j'ai une collaboratrice qui travaille dans une télé de Côte d'Ivoire, elle est responsable éditoriale. On a besoin d'une ONG pour travailler dans le cadre de la torture. Elle me fait signe, elle me dit, ah, mais j'ai mon ancien patron. Et il y a le patron de la chaîne, automatiquement, il m'appelle. Il me dit, mais toi, tu n'as pas la langue fourchue. Est-ce que si on te dit de dire ça, tu vas dire? Je dis, non, je ne dis pas parce que ce n'est pas ça. On me dit, bon, ne t'invite pas. C'est-à-dire qu'en matière de société civile, il faut avoir des principes aussi. C'est ce qui fait que souvent, il y a certains qui lésinent à nous approcher. Sinon, nous, tant qu'une ONG est passionnée par le domaine des droits de l'homme, tant qu'une ONG travaille sur les thématiques, nous allons avec elle. Mais quand ce sont d'autres considérations, que ce soit des considérations politiques ou d'autres considérations, nous réfléchissons par deux fois. Voici un peu notre manière de travailler qui fait que souvent, les gens se disent que peut-être ce sont nos lauriers qui nous gonflent un peu la tête. Nous disons non, c'est parce que nous avons travaillé dans un canevas et que nous sommes toujours droits dans nos baskets que nous allons toujours de l'avant. Même les autorités savent que nous ne serons pas de louvoyer avec notre travail. Quand c'est rouge, nous disons c'est rouge. Quand c'est un acte de torture, nous disons que c'est un acte de torture. Il y a une déclaration dans laquelle j'ai mis dans l'un des plus grands journaux de Côte d'Ivoire qu'il y a des actes de torture en Côte d'Ivoire. On m'a appelé des ministères et tout ça. Je dis, je n'ai rien dit d'autre que ce qui est là. Quand vous dites la vérité, quand vous êtes droit dans vos baskets, quand bien maman vous reprocherez quelque chose, après on viendrait vers vous pour montrer que c'est une ONG intègre. Si nous nous basons sur l'intégrité, nous nous basons sur l'honnêteté, nous nous basons sur nos principes, nous n'irons que de l'avant. Donc, ce qui fait que nous pouvons nous frotter à rebrousse-poil avec des ONG, c'est quand nous remarquons que nos principes ne sont pas partagés, c'est ce qui nous fait rester un peu en travers. Sinon, nous collaborons avec tout le monde. Tant que ce sont les droits de l'homme qui sont la motivation, tant qu'il n'y a pas de motivation politique, tant que c'est la passion des droits de l'homme. Ça, c'est un peu politique ONG, mais je pense que vous m'avez quand même compris. Si mon secrétaire général veut ajouter quelque chose. Ok, merci Président. Voilà, je crois que là, pour dire un vrai, l'ACAT Côte d'Ivoire fait partie de plusieurs coalitions. On a l'Oxlite même qui est partie de l'ACAT, puisque c'est l'ACAT qui a reçu le financement pour mobiliser toutes les ONG qui travaillent en matière de détention. Donc aujourd'hui, quand l'Oxlite fait une déclaration, c'est encore plus, ça veut dire que c'est l'ensemble des ONG qui sont dans le domaine. On est aussi dans la Convention de la société civile ivoirienne. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette fêtière-là aussi. Au-delà de, je crois que ce sont les deux fêtières actuellement, mais au-delà de ces fêtières-là, l'ACAT Côte d'Ivoire travaille avec d'autres ONG qui ont des points ou des thématiques qui vont dans le sens de nos thématiques. Voilà ce que je voulais dire compléter. Merci Marie, beaucoup, bon? Yves. Merci beaucoup, Wenceslas. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas une intervention à proprement parler, mais Christophe Dalloisio, donc membre du Bureau international de la FIACAT et également membre de la CAT Belgique, tenait à vous remercier, Yves et Wens. Voilà, je peux vous lire, pour les personnes qui ne l'ont pas lu, c'est un message que Christophe a laissé dans le chat. Je voulais remercier du fond du cœur la CAT Côte d'Ivoire pour cette présentation qui suscite mon admiration. Non seulement c'était instructif, donc formateur pour nous toutes et tous qui sommes membres d'autres ACAT, mais cela montre combien la collaboration d'une ACAT avec la FIACAT peut porter le fruit profitable à tout le monde.
voilà, ça me semblait important de citer le message de Christophe pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Il est 16h10 déjà, ou heure universelle 15h10. Donc ça va être peut-être le moment de vous libérer toutes et tous, même si je vois que les échanges étaient assez fructueux. On aurait pu continuer longtemps comme ça avec énormément de choses à dire du côté de la CAT. Bravo pour tout ce que vous faites, pour toutes ces activités. Bravo pour cette vigueur d'année en année qui ne se dément jamais. Je vous propose de donner la parole à Paul, puisqu'il est alors Paul Angamand, qui est le président de la FIACAT, mais qui était également ancien président de la CAT Côte d'Ivoire. Peut-être un dernier mot, un mot de la fin, sachant que c'est notre premier café. Je trouve ça intéressant d'entendre notre président en fin de café. Paul, je te donne la parole. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Paul. Il y a eu un petit problème, mais là, on t'entend. Voilà. Alors, je vais intervenir à deux niveaux, un peu rapidement. Je voulais dire que c'était peut-être intéressant que je n'ai pas eu à introduire au début parce que ça aurait donné l'impression que je donnais un coup de pouce à la CAT Côte d'Ivoire dont je suis issu. Je voulais dire deux petites choses. C'est que le premier projet dont la CAT Côte d'Ivoire a disposé, c'était avec Amnesty Côte d'Ivoire. C'était des petits projets qui nous avaient permis de faire une émission radio qu'on appelait Zokwezo. Voilà. Et à côté de ça, on allait visiter les prisons. Zokwezo, je pense que je l'ai animé avec Wenceslas. Ensuite, nous avons eu en 2014 un autre projet avec l'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne. C'est ce qui nous a permis de commencer la DPA en même temps que le Bénin. Et l'achèvement de ce projet a vu un peu l'apport du barreau de Paris. Donc, c'est cette petite chose-là que je voulais ajouter. D'autres choses, c'est que ce qui a permis à la CAT Côte d'Ivoire d'être aussi connue, c'est la production de ces guides sur les garanties judiciaires de l'inculpé détenu. Et comme la CAT a laissé ses adresses sur ces guides, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens m'appellent moi au lieu d'appeler par exemple Wenceslas et le numéro du bureau pour dire que à cause de ça. Alors, ensuite, il y a eu ce que Wenceslas a un peu oublié de signaler, les films de sensibilisation qui ont eu vraiment beaucoup d'écho. Ça a même été traduit en anglais pour le premier film, ce qui a permis à la CAT Côte d'Ivoire de pouvoir traverser toutes les 34 prisons de Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu du travail qui a été fait, de sorte que le premier travail que la CAT a commencé depuis 2012, c'était d'obtenir la définition de la torture en Côte d'Ivoire. C'est fait depuis 2018. Malheureusement, cette définition n'est pas bonne. Donc, il y a encore du travail à faire. Alors, pour finir, je voudrais dire que la CAT a aidé à réduire le taux de détention préventive, mais la CAT n'a pas réussi à réduire le taux de surpopulation. Malheureusement, on est passé aujourd'hui à 24 000 détenus pour une population, pour une capacité d'accueil de 9 000. Donc là, c'est très difficile. Et il faut aussi dire que les alternatives à la détention restent encore un gros problème en Côte d'Ivoire, puisque le contrôle judiciaire a du mal à se faire entendre. Il faut, même si Yves l'a suffisamment dit, ce n'est pas Yves Roland, c'est Yves Nguetia l'a dit, il faut reconnaître que les activités, les délais ne sont pas encore respectés. Et puis, les 3 mois qui sont le tribunal criminel ne se tient pas régulièrement de tous les 3 mois. De sorte qu'on ne fait que reporter
ces jugements-là et ça gonfle la population carcérale. Voilà, je m'arrête là. Il y a beaucoup plus de sujets à ce niveau, mais du travail a été fait. Il y a encore plus à faire. Voilà. Alors, je voudrais dire que ce premier café nous permet véritablement de nous retrouver, de pouvoir échanger les bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir exposer toutes les difficultés auxquelles les ACAT sont confrontés. Ces difficultés vont devenir des défis pour l'intelligence collective, ce qui va nous permettre ensemble de chercher à trouver des solutions. Franchement, c'est ce côté qui me semble le plus intéressant et qui peut permettre au réseau de se raffermir et au réseau de gagner en visibilité et en efficacité pour finalement être un réseau légitime auprès de tous nos interlocuteurs. Merci. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et j'en profite au nom du secrétariat et également du bureau, même si ces membres pourront parler en eux-mêmes. Merci à toutes les ACAT d'avoir été présentes aujourd'hui pour ce premier café ACAT. Je vous remercie pour la participation, pour les questions que vous avez eues pour l'ACAT Côte d'Ivoire. Je vous invite également à vous connecter d'ici le 11 juillet, donc le 11 juillet à 18 h. Évidemment, vous aurez à nouveau l'information, mais je vous informe, vous avez la primeur de l'information aujourd'hui. l'ACAT Royaume-Uni sera présente pour se présenter. Donc je vous invite toutes et tous à en parler au sein de votre ACAT pour voir si des personnes seraient intéressées. Vous aurez l'information d'ici là. Également, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes, nous avons décidé d'enregistrer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce premier café ACAT, ce qui nous permettra ensuite de diffuser sur notre page YouTube, mais également sur SoundCloud, donc un fichier audio et un fichier vidéo, pour partager à toutes les... Alors non seulement les ACAT entières qui n'étaient pas là, mais également les personnes au sein de vos ACAT qui n'auraient pas pu être présentes aujourd'hui. C'était une demande qui avait été mise par plusieurs personnes, donc vous pourrez leur transmettre. Je vous communiquerai à la fois la vidéo et le fichier audio, sachant qu'une traduction sera faite pour la vidéo, pour que même les ACAT anglophones ou alors les personnes d'ACAT à la fois francophones et anglophones qui ne parlent qu'anglais ou une autre langue puissent redécouvrir l'ACAT Côte d'Ivoire dans cet enregistrement. Voilà. Ben, il me reste plus qu'à vous dire... Corentin, une minute. Il faut quand même ici saluer le travail qu'a fait pendant 10 ans l'ACAT RCA et qui a permis aujourd'hui à la RCA d'abolir la peine de mort. Je vous assure que j'étais à Bangui le jeudi, jusqu'au jeudi, la semaine dernière, mais l'ACAT RCA est reconnue pour ce travail qu'elle a abattu pendant ces 10 années. Donc, félicitations à l'ACAT RCA et puis essayons de mettre le cap sur la Zambie qui a déjà annoncé à l'occasion de la journée de l'Afrique qui est le 25 mai qu'elle souhaitait abolir la peine de mort. Donc, c'est un autre challenge et je pense que ça va être relevé, même si nous n'avons pas d'ACAT en Zambie. Il faut déjà saluer ce fait-là. D'ailleurs, le président de la Zambie a libéré 2000 détenus ces dernières journées. Donc, merci à tous. Et c'est à Abidjan, un peu parce que nous avons bousculé, que nous venons d'adopter un peu les lignes directrices du mécanisme d'alerte contre la torture. Je pense que la FIACAT était très bien représentée et était très bien visible au cours de cet atelier du CPTA, du comité contre la torture en Afrique. Donc, voilà un peu les quelques informations que je voulais donner. Et encore une fois, remercier la RCA, puisque désormais, 24 États africains sont abolitionnistes du droit de la peine de mort. Merci, Paul. Et bravo à la RCA pour son travail. Bonne journée à toutes et tous. Et puis, merci. Bonne journée à tous. Je pense, pour le prochain café à 4. Bonne journée. Bonjour à Yves.